L'impact du numérique, déjà, dans quel monde on est? On est dans un monde où il y a pas mal de crises écologiques en cours. Ici, donc avec cette façon de voir les choses, on a les limites planétaires où, en fait, pour beaucoup de ces limites, on a déjà passé le point à partir duquel le, les écosystèmes ou les systèmes atmosphériques, océaniques, etc., sont plus pollués ou plus abîmés que ce qu'il faudrait. On a passé les limites planétaires. On l'a passé pour la crise climatique, pour le cycle de l'azote, pour la biodiversité. Et on n'est pas loin pour d'autres. Et pour la pollution, on n'a pas encore assez de données. Donc on est dans un monde où il y a plein de crises écologiques en cours, pas que le climatique. Et donc, pour sauver ce monde, pas d'altérer trop, pas beaucoup plus, c'est important de s'inquiéter de l'impact écologique de différentes activités, dont le numérique. Donc le numérique le numérique est dans ce monde, fait partie de ce monde, et donc il faut faire les efforts qui vont bien pour mitiger les crises écologiques. Donc, le numérique qui est euh, parfois on dit que le numérique c'est immatériel, ça permet de dématérialiser l'économie et d'avoir une économie qui est immatérielle, qui est sans impact, etc. En fait, c'est faux. Le numérique est complètement matériel. Le numérique est composé de plein de choses, de plein d'appareils qui consomment de l'électricité et qu'il faut aussi produire et transporter et qui ont une fin de vie, etc. Et donc tout ça, ça a un impact. Par exemple, le numérique représente presque 4% des émissions de gaz à effet de serre en 2019 dans le monde. Donc ça peut paraître pas énorme, mais c'est autant que la flotte de camions, 2 fois plus que l'aviation civile. Donc c'est conséquent. On a aussi, on est responsable de consommation d'eau, d'énergie. Et cet impact, contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir parfois, il est surtout au niveau des utilisateurs, pas tellement au niveau des data centers ou des réseaux. Selon l'indicateur environnemental qu'on choisit, c'est entre 60 et 75% des impacts qui sont au niveau des utilisateurs. La consommation d'électricité est un indicateur intermédiaire, pas un indicateur environnemental. C'est-à-dire que la production d'électricité a des impacts environnementaux, et c'est pas en soi un indicateur environnemental. Et autre information à retenir, c'est pas tant à l'usage des appareils, c'est-à-dire la consommation d'électricité, par exemple mon ordinateur portable en ce moment, mais plus à la fabrication des appareils qu'à leur usage qu'il y a le plus gros des impacts. Alors pour la consommation d'énergie, c'est un 60-40. Par contre, pour ce qui est épuisement des ressources naturelles ou consommation d'eau, c'est complètement à la fabrication et aussi à la fin de vie pour la consommation d'eau, par exemple, ou surtout les pollutions chimiques qui se passe des choses. Et du coup, si on prend plusieurs indicateurs environnementaux, en fait, c'est la fabrication des appareils qui a plus d'impact. Pour fabriquer nos appareils high-tech, on a besoin de plein de matériaux différents. Donc là, c'est une image de Science et Vie qui vous montre tout ce qu'il y a dans un smartphone. Donc il y a des matériaux qu'on a l'habitude d'entendre parler. Par exemple, le cuivre pour les conducteurs, l'or, l'argent. On entend parler de lithium, de cobalt pour les batteries. C'est des matériaux dont on a l'habitude de les avoir dans les oreilles. Par contre, il y en a qui sont moins connus, comme l'indium. L'indium, c'est à la fois transparent et conducteur. Donc c'est pratique pour faire des écrans. Il y en a d'autres comme le silicium est hyper connu, mais le gallium, l'antane, enfin l'antimoine. L'antimoine, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Il y a beaucoup d'autres matériaux qui sont moins connus et qui s'épuisent. Là, je vous ai mis à droite un graphique qui vient d'un excellent papier de France Stratégie sur la consommation de métaux du numérique, que je vous conseille d'aller lire, en fait, qui nous montre, donc c'est pas que le numérique qui fait qu'on consomme autant de métaux, mais le numérique en est responsable d'une part certaine. En fait, ce graphique nous montre l'explosion de la consommation des métaux, de tous les types de métaux, tous ceux qui sont là, depuis après la Seconde Guerre mondiale, depuis les années 60. Donc on est vers un épuisement des réserves de différents métaux et différents matériaux avec cette consommation, cette augmentation. Vous allez me dire, on peut recycler. Bon, recycler, c'est pas si simple parce que quand on est dans le cadre d'un alliage, par exemple, pour des composants électroniques, on va avoir 2, 3, peut-être même plus composants dans l'alliage. Donc, il y aurait, par exemple, pour les aimants qui permettent de faire vibrer le téléphone quand on reçoit un message, ils vont être constitués de ferrite et aussi de samarium ou de néodyme. Et c'est
facile, entre guillemets, de récupérer de la ferrite un peu impure, mais récupérer le deuxième composant, le néodyme ou le samarium, c'est plus compliqué. Et si le composant est sous la forme de vraiment toute petite quantité, c'est encore plus compliqué de récupérer le matériau. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans les filières de recyclage, il y a très peu de matériaux qui sont vraiment recyclés, ceux les plus abondants, les plus précieux. Mais ceux qui sont sous la forme de petits sels, de petits ajouts dans l'alliage pour améliorer ses propriétés, sont pas vraiment recyclés à l'heure actuelle. Et ça coûterait énormément d'énergie, de temps, de catalyseurs chimiques et d'eau et de plein de choses pour récupérer ces matériaux. Et actuellement, c'est pas fait et ça reste plus rentable d'aller récupérer les matériaux dans les mines. Cet impact, non seulement il est pas négligeable, mais en plus il est en croissance. Selon l'indicateur qu'on prend, on est entre x2 et x3 en augmentation de l'impact environnemental du numérique au niveau mondial entre 2010 et 2025. Les graphiques que je vous ai montrés, à part sur ces deux pages-là, donc les graphiques un peu en fond bleu viennent de l'étude de Greenity.fr de 2019 sur l'impact environnemental du numérique mondial. Voici, c'est une source importante. Voilà, donc maintenant qu'on a ce constat du numérique qui a un impact, qu'est-ce qu'on en fait de cet impact? Qu'est-ce qu'on fait avec le numérique? Bien, on fait des salières connectées, du fil dentaire connecté. Donc, des usages vraiment hyper importants de ces matériaux qui se raréfient. En vrai, personne n'utilise ça, mais il y a d'autres usages d'objets connectés qu'on pourrait trouver cool, mais qui sont peut-être à discuter. On pourrait creuser au moment des questions. Et aussi, on a un autre sujet qui est la durée de vie de ces appareils. Combien de temps on les garde? Donc, à une époque, on gardait les smartphones 18 mois. Bon, maintenant, ça s'améliore, on peut aller plus vers presque 3 ans, mais donc il y a une tendance au mieux. Mais ça reste pas beaucoup. Il n'y a rien qui empêche un smartphone d'être conservé 10 ans. S'il fonctionne, pourquoi pas. Mais on est habitué dans le numérique à avoir une obsolescence où au bout de 2, 3, 4, 5 ans, on se dit, bon, bah, l'appareil est obsolète, c'est normal, il faut le changer. Alors qu'il fonctionne toujours. On est tolérant avec ça, alors qu'en fait, si pour n'importe quel autre appareil, voire ou meuble, pourquoi pas, mais pensez ne serait-ce qu'à un micro-ondes ou un grille-pain, si au bout de 5 ans, le grille-pain disait je ne veux plus marcher, ou je ne fonctionne plus parce qu'il y a une mise à jour, parce qu'il y a quelque chose qui a cassé la compatibilité ou qui fait que le grille-pain RAM n'arrive plus à griller le pain, on dirait mais c'est une arnaque. Alors pourquoi on tolère ça pour des appareils comme les smartphones, les ordinateurs portables, qui coûtent une fortune, qui devraient pouvoir durer plus longtemps? Il y a un des facteurs qui fait que ces appareils sont poussés vers l'obsolescence, c'est pas le seul, mais un des facteurs, c'est l'obésité des logiciels. Si on prend, donc là c'est une capture d'écran de mon appareil, de mon MacBook. Si on prend l'application qui est tout en bas, la Microsoft Word, quand j'étais au collège, j'avais un ordinateur qui était un IBM Optiva, qui avait, je crois, 150 mégas de mémoire, donc une sorte de grandeur là. Et dessus, j'avais Microsoft Word. Je pouvais créer des documents, mettre en gras, souligner, imprimer, mettre des images, des couleurs, et 150 mégas de mémoire. Aujourd'hui, j'ai Microsoft Word sur ma machine. Je peux créer des documents, mettre en gras, souligner, ajouter des couleurs, des images, imprimer, et ça prend 140 mégas de mémoire. La même chose que ce que la machine avait en tout à l'époque, pour faire à peu près la même chose. Donc on pourrait se dire, j'ai plus de fonctionnalités, oui, j'ai plus de fonctionnalités, mais est-ce que je suis 10 fois, 100 fois plus efficace qu'à l'époque? Je ne suis pas sûr. Et pareil, si on prend Firefox, à l'époque, au moment où j'ai pris cette capture, j'avais quelques onglets avec des articles, un webmail, des choses comme ça. Il n'y a rien qui devrait prendre des centaines de mégas en mémoire. Donc, on est vraiment sur, mais c'est pareil pour tous les logiciels, on est vraiment sur une inflation de la consommation de ressources qui est difficilement justifiable. On a le même problème sur le web. La taille d'une page web a été multipliée par 115 entre 1995 et 2015. Et là, je vous ai mis un graphique de l'augmentation de la taille des pages web entre 2011 et 2020, donc qui vient de HTTP Archive, que vous pouvez consulter, il n'y a pas c'est public. Et on voit cette croissance de la taille des pages web entre un demi-kilo un demi-méga jusqu'à 2 mégas sur les 10 ans, en moyenne. Un fait qui est intéressant à savoir, c'est qu'on pourrait se dire, bah, on a la loi de Moore, c'est pas grave, on peut faire grossir.
les machines avaleront toujours cette augmentation de ressources nécessaires pour fonctionner, des logiciels. Alors, en fait, non. La fameuse loi de Moore qui dit que le nombre de transistors sur un processeur double tous les 18 mois, en fait, c'est beaucoup tassé depuis 20 ans. Donc pendant les années 80-90, la loi s'est révélée vraie. Hein. Ça, on a réussi, enfin les fabricants de processeurs ont réussi à appliquer la loi. C'est une prophétie un peu autorisatrice parce que les fabricants font en sorte de pouvoir la suivre. Mais depuis 20 ans, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on commence à toucher des limites physiques. Et donc ça marche plus. Donc on sera quelque part un peu obligé de commencer à regarder un peu l'efficience en ressources des logiciels et du coup de consommer un petit peu moins. Alors, si on veut bien mesurer l'impact environnemental d'un produit ou d'un service, comment il faut faire? Pour le faire vraiment bien, il faut regarder plusieurs sources d'impact environnementaux. Ce que je disais tout à l'heure, on peut regarder les émissions de gaz à effet de serre, c'est souvent ce qui est fait, et la crise climatique est une crise majeure, et c'est très bien. Mais souvent, on s'arrête là. Il y a beaucoup de gens qui pensent, je vais faire un bilan carbone. Quand on dit, je vais regarder l'impact environnemental de quelque chose, on va faire un bilan carbone. Alors qu'en fait, il y a d'autres sources d'impact environnementaux. Il y a l'épuisement des ressources naturelles, on en parlait tout à l'heure. Il y a la consommation d'eau, la consommation de ressources abiotiques en général, c'est-à-dire non renouvelables, la consommation de ressources renouvelables, déplacement de terre, pollution de l'air, pollution de l'eau, toxicité pour les humains, etc. Il y a plein de sources d'impact environnementaux qu'il faudrait regarder. Pourquoi il faut aller regarder tout? C'est pour éviter de déplacer la pollution d'un impact vers un autre. Par exemple, de remplacer les émissions de gaz à effet de serre par la pollution des rivières, par exemple. Imaginons un produit, un service où on pourrait faire ça. Et aussi, ce qu'il faut, c'est regarder toutes les étapes du cycle de vie. Parce que si on pollue plus trop à l'usage d'un appareil, mais qu'on pollue beaucoup plus à la fabrication, au final, c'est pas, et que ça fait la même chose, voire pire, c'est pas rentable. Donc, pour bien optimiser, il faut mesurer quelque chose de le plus large possible. Et du coup, on fait ça en regardant toutes les étapes du cycle de vie et plusieurs sources d'impact environnementaux. Et donc, ça s'appelle une analyse de cycle de vie. C'est quelque chose qui est assez complexe parce que c'est un bilan carbone, plus un bilan eau, plus un bilan ressources naturelles, plus etc. Et du coup, c'est quelque chose qui est assez complexe à mettre en place avec des résultats qu'il faut analyser, etc. Donc, c'est quelque chose d'assez conséquent. Comment on applique ça à un logiciel? En fait, on ne peut pas. Parce qu'un logiciel, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'atomes de logiciel, de molécules de logiciel. Je ne peux pas toucher un logiciel. Ce stylo existe, je peux le toucher, je peux le manipuler. Le logiciel, je ne peux pas faire ça avec mes mains. Je peux le manipuler à travers un terminal. Le logiciel n'existe que à travers les terminaux sur lesquels il s'exécute. Et donc, ce qu'on peut analyser avec une analyse de cycle de vie ou avec de l'éco-conception, c'est un service numérique qui est composé du logiciel, mais aussi et surtout des appareils de tous les terminaux sur lesquels le logiciel s'exécute et qui permettent de répondre à un besoin d'un client ou d'un utilisateur. Donc, ce besoin, c'est un cas d'usage et on appelle ça unité fonctionnelle. Unité fonctionnelle, c'est un terme d'ACV. C'est en ACV, en fait, on mesure une unité fonctionnelle qui est, par exemple, déplacer quelqu'un sur 10 km, déplacer une personne sur 10 km, c'est une unité fonctionnelle. Et pour un service numérique, parce qu'on parle de service numérique du coup et pas de logiciel, ce serait par exemple acheter un billet de train. Acheter un billet de train, c'est un cas d'usage, c'est un parcours client, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, additionner, on peut voir du coup si les impacts environnementaux de ce parcours changent en bien ou en mal selon l'implémentation qu'on fait et les améliorations qu'on pense produire. Et donc c'est avec cette démarche qu'on mesure l'impact d'un service numérique. Il y a des gens qui l'ont déjà fait. Il y a un projet qui est super qui s'appelle Green Concept, où en fait il y a 28 entreprises du Sud-Ouest qui ont été suivies par des professionnels de l'éco-conception français, dont Greenity.fr, enfin les membres de Greenity.fr, CCI Terreau, etc. Et donc, dans le cadre de ce projet, ils ont réalisé des ACV, donc là, en fait, c'est l'ACV agrégé des 28 services, où on peut voir les contributions de différentes étapes du cycle de vie. C'est pas vraiment du cycle de vie. Il y a fin de vie, mais il y a aussi une division entre réseau télécom, donc il y a un peu un mélange de cycle de vie et de cycle de la donnée, on va dire. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et plusieurs impacts environnementaux. C'est bien une ACV. Et on voit la fabrication des terminaux ici en rouge, qui représente une part conséquente. L'usage avec l'usage des terminaux et l'usage data center, coupé entre deux cycles de la donnée, et la fin de vie.
Et on rejoint aussi, donc là, c'est pas forcément aussi flagrant que sur l'étude au niveau mondial, mais on voit que la fabrication des terminaux a encore un impact assez conséquent. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer l'impact environnemental de nos services numériques? Comme l'essentiel des impacts est à la fabrication des terminaux, donc la plus grande action clé, c'est d'utiliser moins de terminaux et de les faire durer le plus longtemps possible. Donc ça veut dire en acheter moins, les faire durer, les réparer, les mutualiser. Par exemple, avec l'approche Bring Your Own Device, qui est, on utilise le même appareil pour la vie pro et la vie perso, avec séparation de comptes, sécurité qui vaut bien, c'est possible. Et aussi créer des logiciels ou des sites, des applications qui vont être compatibles et performants sur des appareils qui sont peut-être anciens pour éviter de les pousser vers l'obsolescence. Et en priorité basse, plus basse, mais qui est quand même important, parce que selon les cas, et même dans le cas général, ça reste une source d'impact importante, réduire la quantité de ressources informatiques pour réduire les impacts au niveau réseau et serveur. En fait, c'est plutôt à cette action-là qu'on pense en premier. Beaucoup de gens commencent par se dire, OK, il faut que je réduise la consommation d'électricité, que je réduise ma consommation de réseau de data center, parce que c'est là que se trouve l'impact. Alors qu'en fait, la première priorité, c'est d'abord de regarder au niveau des terminaux. Alors, dans le cadre d'un projet informatique, comment on va implémenter ça? C'est pas que de l'optimisation de lignes de code, c'est pas qu'au niveau des développeurs, ça commence bien avant, dès la conception fonctionnelle et technique. Et en fait, c'est un travail de toute l'équipe. Tous les membres du projet sont concernés et tous doivent être sensibilisés et formés sur le sujet pour être bien efficaces, parce qu'il y a des leviers d'amélioration énormes en amont du développement, au niveau de la conception, qui permettent de faire des choses vraiment efficaces. Je vais donner des exemples et des détails après. Mais sur le design, sur l'UX et sur les conceptions fonctionnelles et architecturales, on a un beaucoup plus gros levier que ce qu'on peut faire en optimisant simplement un petit peu des lignes de code et même si ça reste hyper important, il y a des gros leviers à gauche et un petit peu moins à droite. Premier levier sur les fonctionnalités. Alors, il y a cette étude qui est souvent citée, qui est donc Fast Software et Standish Group 2014, qui dit que 80% des fonctionnalités d'un logiciel, de ceux qu'ils ont étudiés, sont soit jamais, soit rarement utilisées. Donc on retrouve l'optimum de Pareto, 80% des effets sont produits par 20% des causes. Et donc c'est hyper intéressant de se dire, bah en fait, peut-être que je ne devrais pas l'ajouter cette fonctionnalité. Ou alors, si je l'ajoute, il faudra peut-être plutôt que je modifie une qui existe pour qu'elle colle aux nouveaux besoins, ou que si j'en supprime une qui n'est pas utilisée, parce que comme ça, je garde le logiciel qui est relativement petit. En tout cas, éviter l'inflation fonctionnelle du logiciel. On a tous connu des logiciels qui ont commencé petits, mignons, et puis qui ont fini gros, obèses et inutilisables, genre Winamp. C'est compliqué de faire un logiciel qui est sobre si le design est hyper lourd, s'il est hyper chargé, qu'il y a des carousels partout, des fichiers multimédia qui sont partout, pardon. Donc c'est plus facile avec un design qui est sobre, qui est épuré, avec assez peu d'éléments. Et en fait, Google a en partie gagné la bataille des moteurs de recherche en étant hyper simple, hyper épuré, avec cette interface qu'on connaît tous, une page blanche avec juste un petit champ de recherche, un petit bouton, un petit logo, ça suffit, on tape les mots-clés et on a le résultat. C'est hyper efficace et les gens adorent. Et il y a moyen de faire quelque chose de léger avec un design comme ça. Fluidifier l'UX, pour que les gens ne cherchent pas trop leur chemin sur le service et puissent faire efficacement l'action qu'ils sont venus faire. Ça permet d'éviter des requêtes client-serveur et du coup de la consommation de ressources réseau et data center. Et aussi, il faut parler de la consommation électrique de l'appareil sur lequel l'utilisateur effectue l'action et de l'usure des composants de cet appareil. Donc ça part du principe que l'utilisateur n'utilisera pas un autre service juste après qui va éteindre son appareil et reprendre une activité normale pour cette deuxième partie. Mais en tout cas, c'est intéressant de fluidifier l'UX pour éviter de passer trop de temps sur le site. Il y a un exemple que tout le monde cite quand on veut citer une UX exemplaire, c'est Capitaine Train, qui en tout cas au début avait tout sur une seule page, aucune fioriture inutile, et retenait bien les trajets types, les cartes de réduction, etc. C'était vraiment hyper efficace.
Quelque chose qui est intéressant aussi, c'est pour éviter d'utiliser de la bande passante pour du contenu multimédia, donc audio, vidéo, pour les gens qui préfèrent, ou même par défaut, pourquoi pas, utiliser une version texte. Donc là TED le fait, le transcript du talk. Et en plus, ça, c'est bon pour l'accessibilité parce que les gens qui sont malvoyants ou malentendants n'ont pas forcément accès au contenu multimédia. Donc, si on est malentendant, on n'entend pas le son. Donc, on n'entend pas l'audio de la vidéo ou l'audio tout court. Et si on est malvoyant, on n'a pas le contenu qui est dans les images. Alors, avec le texte, les deux y ont accès. Donc, c'est plus pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire côté client? Côté client, c'est là qu'on a potentiellement plus d'impact, puisque c'est, comme on le disait, la fabrication des terminaux des utilisateurs, donc côté client, qui concentre le plus d'impact. Donc, c'est un peu indirect, parce qu'on est une application parmi d'autres quand on crée un service numérique, mais on a une responsabilité, comme les autres créateurs de services numériques, de faire quelque chose qui soit compatible et qui fasse paramétrer les terminaux des clients. Donc, la compatibilité, je vous ai fait un petit peu de provoque en mettant BlackBerry et un logo IE6. IE6, ça va, on peut l'oublier, pour ceux qui ont connu et qui font encore des cauchemars. Mais là, c'était 2019, les stats, donc c'est plus les bons chiffres, hein. Ça a changé en un an quand même. Mais on voit qu'en 2019, il restait encore bon 4% d'IE11. Et moi, j'ai connu 2 fois dans ma carrière des gens qui ont commencé des projets en testant tout sur Firefox et Chrome, sur les navigateurs modernes, ce qui se comprend, c'est plus confortable. Et ils n'ont pas beaucoup testé IE, ils se sont dit, bon, c'est pas grave, on encourage les gens à quitter ce navigateur, et forcément, il y a un moment qui arrive, et en fait, quelqu'un du métier se dit, mais c'est bizarre, ça marche pas sur IE, on peut pas faire quelque chose, parfois d'un terme un peu moins gentil, et donc, ils ont dû tout refaire. Donc, c'est arrivé 2 fois, une fois avec IE9 et une fois avec IE11. Et en fait, mais pourquoi pénaliser les gens qui utilisent IE11? Pour eux, ils ont peut-être pas la possibilité de changer. Et puis pourquoi pas? Alors, dans le contexte de 2019, c'était pas si vieux IE11. C'était pas en 2017, c'était cool IE11 parce que on pouvait faire plein de choses qu'on pouvait pas faire avant. On pouvait faire du Flexbox. Si on peut pas faire de CSS Grid en 2019, on peut faire du Flexbox. Bon, ça reste utilisable. Pourquoi pas? On utilise le web d'il y a 2 ans, le web de maintenant. Donc là, on a plus ce problème aujourd'hui en 2021, IE11. Mais ça peut revenir. On peut avoir ce genre de problème un jour, c'est possible. C'est imaginable. Il y a une stratégie de test. Donc, souvenez-vous, je parle de toute la feature team, de toutes les compétences de l'équipe. Il y a aussi les tests. Donc, une stratégie de test et aussi de conception fonctionnelle et technique, c'est de tester d'abord et de concevoir d'abord pour les terminaux mobiles. Et pour avoir bien les avantages du mobile first, il faut utiliser les terminaux qui sont vraiment contraignants. Les terminaux, alors, peut-être pas aussi anciens que ceux qui sont sur l'image, et encore, on va en reparler, mais vraiment quelque chose qui a un petit écran, qui fonctionne pas bien, et aussi se placer dans des conditions de réseau qui sont pas faciles, type 2G, 3G, pour se dire, ok, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas beaucoup de données? Est-ce que c'est supportable? Est-ce qu'on peut travailler avec le service numérique, ou bien est-ce que vraiment il faut faire quelque chose parce que ça marche pas? Et si le service se comporte bien sur des terminaux assez faibles et dans ces conditions, eh bien en fait, il se comportera bien dans des meilleures conditions sur le desktop avec la fibre, sur un terminal haut de gamme en 4G ou 5G, forcément, puisque il peut le plus, peut le moins. Construire un site efficient, c'est le fond de ce que je dis depuis quelques minutes. Donc il y a plein de tips alors si on est sur une architecture web, on peut utiliser toutes les consignes de performance web classiques. J'ai fait une liste ici que je vais pas détailler. On a les mêmes principes qu'on peut utiliser pour une application mobile. Faire quelque chose qui est efficace, qui ne transfère pas plus de données que nécessaire, pas plus de requêtes que nécessaire, et aussi côté, d'un point de vue animation et traitement côté client, traitement JavaScript ou équivalent, ne pas en faire trop ou faire en sorte qu'il soit performant pour pas que l'utilisateur ait l'impression que son terminal rame, qu'il n'ait pas envie de le renouveler. Ça implique tout ça, un choix des technologies raisonnées, utiliser des technologies qui seront adaptées au contexte. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser, par exemple, de technologies de SPA, de JavaScript riche, type Angular, React, etc. Je dis, est-ce que pour votre contexte, c'est vraiment ce qu'il faut? Si c'est un site très grand public qui est censé tourner sur des mobiles bas de gamme dans Normandie en 2G, c'est peut-être pas la bonne idée.
peut-être pas la meilleure possibilité. C'est peut-être complètement la bonne technologie, par contre, pour une application bureautique qui est toujours utilisée sur un bureau avec la philo. Là, pas de souci. Choisir des technologies aussi qui sont pérennes, qui vont durer dans le temps. Parce que quelque part, la durabilité, le fait de pas se retrouver coincé au niveau technologique, c'est important, de ne pas avoir de problème à ce niveau-là. Vous allez me dire, oui, mais avec un site trop léger, etc., bah, il va être moche et les gens ne vont pas l'utiliser. Alors, les sites légers qui sont des énormes succès, le web, il y a plein d'exemples. Il y a Antoine Cailly, d'ailleurs, qui parlait tout à l'heure, qui a fait une vidéo là-dessus, qui en a cité beaucoup plus que ce que je vais en citer aujourd'hui. Là, j'en parle de 2-3. Hacker News, que vous connaissez peut-être, si vous êtes aussi geek que moi, qui parle d'actualité autour du développement et de la technologie. Le site se résume à ça. Il n'y a vraiment que ça, une liste de liens. Et c'est un gros succès. Craigslist, énorme succès, aux États-Unis en tout cas, qui a une tête, c'est plus rustique que le Bon Coin. Moi, je trouve que c'est pas si léger que ça, ce site, mais j'ai fait le test cette semaine. Mais en tout cas, il pourrait l'être. Et Wikipédia, c'est le projet le plus cool de l'histoire du web, à ma connaissance. Tout le savoir de l'humanité accessible en quelques clics partout où on est dans le monde, à partir du moment où il y a du réseau. C'est super cool. Et tout ça de façon libre et démocratique, c'est vraiment un des projets les plus cools de l'histoire du web, peut-être de l'histoire tout court. Et c'est pas lourd, c'est du texte. Et ça marche. On peut aussi être très léger et être très beau. Avec la vague de popularité de l'éco-conception et du Green IT ces dernières années, on commence à voir apparaître des sites qui sont vraiment conçus dans cette optique, en se voulant léger, et qui en plus sont designés par des vrais pros, des designers pros, et qui font des choses magnifiques. Donc j'ai mis ces trois-là, que moi je trouve jolis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais en tout cas moi je les trouve jolis. Et il y a le collectif des designers éthiques qui a fait une liste que vous pourrez retrouver si vous voulez, en plus d'avoir fait un tutoriel qui regroupe un peu ce dont je viens de parler, comme beaucoup. Il y a quelques sites éco-conçus dont les auteurs sont à l'origine, et donc vous pouvez aller voir. Donc on peut être léger, éco-conçu et être super beau. Et donc les utilisateurs en seront d'autant plus satisfaits. Une autre stratégie, c'est vraiment trop pénible d'avoir quelque chose de vraiment léger et qui fonctionne partout, c'est d'avoir deux versions. Une version normale, premium, on va dire, qui marche bien en fibre avec un ordinateur puissant ou bien sur des téléphones de gamme en 4G, et une version light. Il y a des petits services pas trop connus qui utilisent cette stratégie. Par contre, ça a un coût, c'est-à-dire qu'il faut maintenir deux versions. C'est aussi une possibilité pour les applis mobiles parce que, par exemple, sur iOS, on est limité pour une application aux deux dernières versions de l'OS. On peut avoir une ancienne version qu'on continue à maintenir pour les versions plus anciennes et une version plus récente sur les OS plus récents. Côté serveur, donc priorité plus basse dans le cas général, ça dépend du service. Si vous êtes sur un service qui fait que des calculs hyper intensifs côté serveur et qui a quasiment pas de clients, ou dont les clients sont maîtrisés, vous savez ce que c'est le modèle de machine du client, etc. Donc vous n'avez pas trop de contraintes à ce niveau-là. Ça peut être sur le côté serveur que vous avez le plus de choses à regarder. Il faut étudier, il faut mesurer. Donc côté serveur, ce qui est intéressant, c'est de réduire la quantité de ressources utilisées pour avoir besoin de moins d'équipements et de moins de ressources, mais on va voir que moins de ressources, c'est compliqué. Parce qu'en fait, les data centers, les réseaux, c'est des installations à coût fixe. Là, le graphique, c'est une box Internet, comme celle qui sert à transmettre Internet chez moi aujourd'hui. Et en fait, à partir du moment où elle est allumée, et ça marche. Ça, c'est une box, mais ça marche aussi pour tous les équipements, hein, le MacBook que j'ai devant moi, les switches réseau, les serveurs. À partir du moment où ces machines sont allumées, elles consomment une puissance nominale qui est ici pour cette box qui est à 15 watts. Et par contre, quand on l'utilise, ça bouge un peu, mais ça bouge pas de 0 à 100, et ça bouge pas ça bouge pas énormément, ça bouge de quelques pourcents. Ici, dans ce cas-là, on passe de 15 à 17 watts et demi pour cette box. Et là, pour cette citation, c'est un autre exemple. C'est une borne Wi-Fi, donc c'est un constat similaire, mais sans graphique, que j'ai aussi cité, qui vient d'un autre article. Et donc, en fait, une fois que les installations sont fabriquées et allumées, l'essentiel est dit.
Et du coup, c'est à leur usage, même plutôt, il vaut mieux les charger à bloc, charger cette box à fond pour qu'elle passe tout le temps le maximum de trafic pour rentabiliser sa fabrication et sa puissance nominale. Plutôt que d'avoir un truc qu'il ne faudrait pas faire, c'est d'avoir 2, 3, 4 box qui consomment 15 watts, 16 watts et qui sont très peu utilisées. Il vaut mieux en avoir une qui est utilisée à fond. Et quelque chose qui est intéressant à dire sur la data center, c'est qu'ils ont été hyper bien optimisés depuis 10 ans. C'est-à-dire, il y a une étude de l'IEA qui dit que le trafic Internet a été multiplié par 12 pendant ce temps-là, 12, et la consommation d'énergie de data center au niveau mondial a augmenté de 6%. Donc cette étude, c'est celle qui est là, en noir, en bas, et où on voit, alors, ici, ça c'est une autre étude qui vient de la Commission européenne, que je vous ai collé. Et on voit, en fait, si vous vous imaginez la courbe noire, en fait, retourner, être hyper plate jusqu'en 2010 ici, ce serait l'étude de l'IEA. Là, en fait, ce que nous dit ce graphique, c'est que comme les fournisseurs de cloud, les fabricants data center ont vraiment optimisé très très bien avec plein de techniques que je pourrais détailler si vous voulez plus tard dans les questions, leur consommation d'énergie, en fait, on atteint des limites. Et si on veut continuer à augmenter le trafic réseau, eh ben, il faut installer plus de data centers, plus d'équipements qui vont du coup consommer plus. Donc on a différentes études, que je ne détaille pas ici, mais que vous voyez la liste, qui montrent qu'on va vers une augmentation conséquente de la consommation d'énergie des data centers au niveau mondial. C'est l'étude de la Commission européenne, parce qu'on atteint les limites et que comme on continue à augmenter notre trafic, et du coup il faut plus d'installations et plus de consommation. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça en sachant ça? Utiliser le cloud. Donc, le cloud, c'est un exemple de mutualisation, en cas de potentiel de mutualisation, qui est hyper intéressant. Là où avant, dans les salles serveurs ou data centers que chaque entreprise avait dans son coin, on ne pouvait potentiellement, certains utilisaient bien un bloc leurs infrastructures, bien sûr, mais on pouvait avoir un serveur utilisé à 20%, alors que avec le cloud, on a potentiellement tous les serveurs utilisés à 80-100%, potentiellement. Donc, c'est une opportunité de mutualisation vraiment hyper intéressante. Par contre, on a un risque d'effet rebond. L'effet rebond, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en économie, c'est quand quelque chose coûte moins cher ou est plus facile d'accès. Au lieu de profiter de la réduction et d'utiliser, de payer moins en temps ou en argent pour utiliser la même chose, ben en fait, on utilise plus. Parce que le coût qui est acceptable ne change pas. Et du coup, on peut avoir plus en payant pareil. Un exemple, c'est si on se déplace. Imaginez que vous vous déplacez en transport en commun. Vous mettez 30 minutes à aller de chez vous au travail. Et les technologies s'améliorent et maintenant, les transports en commun mettent 15 minutes à faire cette distance-là. Ce qui se passe, c'est pas que les gens mettent 15 minutes à faire la même distance, c'est qu'ils se mettent à habiter 2 fois plus loin de leur lieu de travail. C'est un effet rebond. Du coup, on n'a pas le gain d'efficacité a été mangé par un changement dans les usages. On a la même chose sur les voitures à essence qu'on connaît tous. Les voitures type 4L, 2 chevaux, etc., consommaient à peu près pareil que les voitures aujourd'hui, en étant beaucoup moins performantes d'un point de vue technologique. Sauf que les voitures d'aujourd'hui, en fait, elles sont devenues plus lourdes. Donc, elles consomment quelque chose qui est toujours acceptable pour le client, pour le consommateur, mais en ayant beaucoup plus de choses dedans, plus d'options, plus de choix moteur, et du coup, consomment plus, alors qu'on aurait pu améliorer la technologie pour faire des voitures qui consomment moins, qui sont moins puissantes. Donc avec le cloud, on a un peu cet effet aussi, où comme tout est facile, où on peut lancer des machines comme ça en une fraction de seconde, en une commande, en fait, on a tendance à en prendre plus. Je l'ai vu, on dimensionne pour pic de charge et on réduit pas. On se dit, bon, ça rame un peu, on rajoute une machine, on rajoute de la mémoire, au lieu d'optimiser, alors qu'avant on aurait optimisé. Et donc, où on crée plein d'environnements de test et on ne les éteint pas. Donc, on a ce danger de l'effet rebond. Et d'ailleurs, et là, c'est même pas récent et je pense qu'on peut garder ce chiffre et pas le changer, c'est qu'il y a 30% des serveurs qui sont allumés et qui font rien. Ils sont juste réservés pour un usage potentiel. C'est de la mutualisation qui est perdue. Donc sur votre service à vous, question provoque, est-ce que vous avez vraiment besoin de votre disponibilité? Est-ce que si vous perdez quelques minutes,
quelques heures par an de service, est-ce que c'est grave? Est-ce que si votre service tombe, si votre serveur tombe, imaginez vous avez un seul serveur, déjà souvent on redonde forcément la production, mais si la nuit il n'y a qu'un seul serveur, est-ce que c'est grave? S'il tombe, il va être redémarré tout seul, vous allez perdre quelques dizaines de secondes de disponibilité, bah, pourquoi pas? C'est peut-être pas si grave. Et est-ce que si votre service n'est pas utilisé la nuit, est-ce que éteindre l'environnement de prod, ce sera acceptable? Pourquoi pas? Moi, ça me choque pas. En tout cas, ça peut être une question intéressante à poser avec les requirements, les demandes non fonctionnelles. Dire, est-ce qu'on vraiment on a besoin de HD? Parce qu'on a tendance un peu à le prendre par défaut. Une autre question qu'on ne se pose pas assez, c'est la durée de vie des données. Quand on réalise une story, quand on crée une nouvelle fonctionnalité, on se dit, bon, cette donnée, je vais la stocker. Et on se dit pas à bout de combien de temps on peut la supprimer. Mais c'est vrai qu'en fait, peut-être que dans 2 ans, 3 ans, cette donnée ne sert plus à rien, je peux la supprimer. Donc prévoir tout de suite le traitement qui va bien pour l'enlever de la base et garder la base relativement petite et efficace. Et ça peut donner des discussions intéressantes. Dire au métier, au bout de combien de temps je le supprime. Et du coup, on peut creuser des sujets intéressants comme ça. Comme pour le front, le choix des technologies côté serveur est hyper important. Tout dépend du contexte. En fait, l'idée, c'est d'utiliser moins de ressources. Et il n'y a pas une technologie magique pour faire ça. Selon les cas, ce que j'ai listé peut être intéressant ou pas, empirer les choses peut-être, ou les améliorer beaucoup. Ça dépend du contexte, donc il faut toujours bien réfléchir. Et effectivement, on a un peu tendance à se dire on va faire des choses parce qu'elles sont confortables, parce qu'on connaît la technologie, ou qu'elle a l'air facile à utiliser, ou parce qu'elle est à la mode. Il y a aussi ce danger des effets de mode. Mais en fait, il vaut mieux toujours penser efficience, performance, le bien du projet avant le bien du CV. Et donc avoir ça en tête. Parlant de mode, il y a la mode des microservices. Les microservices, c'est une opportunité d'améliorer les choses, vu que c'est souvent fait pour des raisons de scalabilité. Donc, si on découpe correctement, qu'on a quelque chose qui est pertinent, on peut réduire la quantité de ressources utilisées. Mais si c'est mal découpé, on peut avoir l'effet inverse. Si on a un service qui appelle un autre service, qui appelle un autre service, alors qu'on pourrait en avoir qu'un, ou des trois, qui font la chaîne, en fait, on y perd. On a des requêtes réseau et du temps et des ressources qu'ils ont perdues. Donc, je pourrais donner plusieurs exemples de mauvais découpage. Il y a ce danger, de faire attention à bien découper les choses. Et aussi la complexité accrue, l'overhead des conteneurs, ça peut faire perdre des ressources. Et bien sûr, les applicatifs eux-mêmes sont à optimiser. À travers plein de différentes techniques qu'on pourrait creuser. Donc, regarder le monitoring, faire des études, des tests de charge, faire de l'analyse statique, regarder s'il n'y a pas des erreurs classiques de programmation, utiliser tous les trucs de performance qu'on connaît, donc les caches, éviter les redondances, éviter les logs, des choses que vous connaissez peut-être déjà. Je vois que l'heure tourne, mais j'ai prévu trop de choses en fait. Je vais vous donner 2 exemples d'éco-conception. Un premier qui a permis de créer ce livre que j'ai sorti en préparation. Livre qui est hyper connu, qui est créé par Frédéric Bordage et le collectif numérique responsable en plus globalement, et qui liste 115 bonnes pratiques pour éco-concevoir des services numériques autour de l'architecture web. Pourquoi 115? Justement parce que la taille d'une page n'a pas été multipliée par 115 entre 1995 et 2015. Donc ils ont fait exprès de cibler le chiffre 115. Donc il y a quelquefois un petit peu des répétitions dans le livre. Et ce projet est né d'une liste de bonnes pratiques qui a été faite pour la Banque Continentale de Fribourg. En fait, ils avaient une page web en 2011 qui était très très grosse, qui faisait presque 6 mégas, et qu'ils ont réussi à réduire à 300 kilos en faisant des optimisations web et en modifiant un petit peu le contenu de la page. Et du coup, ils sont arrivés à quelque chose qui était hyper léger, hyper utilisable et fluide et qui ne faisait pas ramer les terminaux, qui ne les poussait pas à l'obsolescence, à partir de quelque chose qui était difficile à utiliser même sur des machines performantes. Et un autre exemple qui est pas de la simple optimisation, mais qui est en fait hyper intéressant parce qu'on répond autrement aux besoins métiers
qu'avec quelque chose qui est hyper direct et qui est hyper simple. C'est un exemple qui vient du livre blanc de Green Concept, le projet dont j'ai parlé tout à l'heure, du Sud-Ouest, où en fait donc, Price Comparator, c'est un service qui permet de comparer le prix de différentes choses. Par exemple, des livres sur l'éco-conception, disons. Et au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine différence de prix, les gens qui utilisent le service peuvent prendre des actions pour leur business. Et donc, ce qu'ils ont fait, donc ils ont fait partie du projet Green Concept qui a cherché à éco-concevoir les services qui faisaient partie du projet. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont supprimé leur site web. Ils n'ont pas vraiment supprimé. Mais ils ont remplacé la consultation de leur site quotidienne par des alertes mail qui étaient configurées par l'utilisateur. Ce qui, du coup, fait que les utilisateurs ne vont pas tous les jours consulter le service pour aller voir les prix et les comparer, mais juste ils attendent et ils reçoivent le mail, pouf, et ils ont l'information. Donc c'est super pratique pour les utilisateurs. Ça représente beaucoup moins de charges de ressources réseau-serveur pour Price Comparator, qui du coup a moins de coûts, et du coup moins d'impact environnementaux aussi. Et en faisant ça, ils ont multiplié par 3 leur nombre de clients, parce que les clients sont plus satisfaits et ils ont moins d'impact environnementaux. Donc là, c'est un exemple qui est hyper intéressant parce que ça montre l'impact de la conception. C'est-à-dire qu'ils auraient pu optimiser leur site, ils auraient gagné quelque chose, c'est sûr, mais ils ont gagné beaucoup plus sur tous les points de vue en changeant la façon dont ils répondent aux besoins. Et ça montre que la conception est hyper importante. On peut imaginer d'avoir fait des alertes SMS au lieu des alertes texte. Et là, on est encore plus sur quelque chose de compatible vraiment plus largement et plus low-tech. Si vous avez normalement, vous avez entendu parler de low-tech si vous avez fait plusieurs présentations. Et parce qu'un SMS sur un 3310, ça marche. Donc là, on peut prendre vraiment le plus vieil appareil numérique qui reçoit des messages et ça fonctionne. Donc on ne pousse pas du tout à l'obsolescence. Il me reste, on peut déborder un peu, je pense, puisqu'on a commencé un peu en retard, il me reste 20 minutes. Je vais faire trois diapos de bilan et ensuite on pourra prendre des questions pour terminer. Donc les leviers d'éco-conception, on a s'assurer que l'UX est fluide et simple, avoir un design épuré, bien choisir le mode d'interaction, travailler sur l'algorithmique, donc tout ce qui est optimisation de performance, d'efficience algorithmique, avoir une application qui est légère. Et on a la mutualisation des terminaux à travers le cloud ou autrement côté client. Je n'ai pas donné d'exemple, mais on peut faire des choses aussi côté client à ce niveau-là et supporter la compatibilité avec les anciens appareils, c'est hyper important. Toutes ces choses dont j'ai parlé, vous vous êtes sûrement dit, je connais déjà ces bonnes pratiques, ça me dit quelque chose. Oui, parce qu'en fait, l'éco-conception, c'est appliquer des bonnes pratiques que vous connaissez déjà et juste les voir autrement. C'est un autre argument pour les amener. Et toutes les choses dont j'ai parlé, très très vite, c'est bon pour les performances. On a beaucoup parlé de performance, de sobriété, de faire quelque chose de léger, donc ça c'est évident. Et du coup, si c'est performant, ça coûte moins cher, parce que les fournisseurs de cloud, même si vous avez un data center maison, ça coûte de l'argent à la ressource utilisée, donc ça fait des économies. Et du coup, c'est bon aussi pour la SEO, parce que la performance d'une page web, par exemple, fait partie de la note. Si vous privilégiez le texte au contenu multimédia, pour moins de bande passante, c'est bon pour l'accessibilité. Parce que du coup, les utilisateurs peuvent, comme je disais tout à l'heure, accéder au texte dans tous les cas, alors qu'un contenu multimédia, c'est plus compliqué. Et c'est bon aussi pour le SEO, parce que les moteurs de recherche adorent le texte. Et tout ça, c'est bon aussi pour réduire les fractures numériques, parce que les gens qui ont du mal à utiliser le numérique, pour différentes raisons, ils sont sur un réseau qui déconne, qui fonctionne pas bien parce qu'ils sont géographiquement pas au bon endroit ou qu'ils ont du mal avec le numérique parce que c'est compliqué pour eux, ils n'ont pas l'habitude, ils sont pour différentes raisons. En fait, si on peut, et en plus typiquement, c'est les gens qui ont du mal avec le numérique, ils vont pas acheter un terminal dernier cri, ils vont acheter quelque chose qui est de seconde main, qui n'est pas forcément performant. Donc si on peut faire en sorte que pour eux, ils ont un peu du mal, mais ça rame pas trop, ça fonctionne bien, c'est quelque chose qui est facile, qui est ergonomique, on contribue à réduire les fractures numériques. C'est quelque chose de très bien. Je ne sais pas si on vous partage les diapos, je pense qu'il n'y a aucun souci, mais je ne sais pas comment c'est prévu, comment on va faire. En tout cas, vous avez quelques sources ici que vous pouvez creuser. Donc, principalement, la référence en France, c'est l'univers de greenIT.fr et du collectif numérique responsable. Donc, je vais parler des 115 bonnes pratiques, le livre qui est ici. Il y a aussi la sobriété numérique, les 2 rapports, l'empreinte économique
l'empreinte économique, l'empreinte du numérique au niveau mondial et en France. Il y a aussi le Chiffre Project qui fait les choses. Là, donc là, j'ai mis 2 rapports, mais en fait, ils en ont fait 4. 5 même, 5. Ils en ont sorti un cette semaine, le cinquième. Le livre de Guillaume Pitron, Philippe Biwix, l'association Hop qui fait des choses super. Donc il y a plein de sources. Ici, j'ai un lien avec tous mes marque-pages à moi. Il y a plusieurs pages d'écran de marque-pages sur le sujet si vous voulez creuser.